Après quelques années de guerre civile, tout l'ouest américain est à nous. Il ne reste plus que l'est. Un des 4 ennemis de MacArthur est tombé, qui sont les communistes. Il reste maintenant que Ford, le clan et les corporatistes. Mais avant tout, il faut qu'on sauve le Texas. MacArthur fit comme avec la Californie et envoya une délégation au gouverneur du Texas, afin de demander le rattachement à la vraie Union américaine. MacArthur était bien plus confiant qu'avec la Californie. En effet, Pat Morris Neff, gouverneur du Texas, était un allié de longue date de MacArthur. Neff avait financé la lutte de MacArthur et les deux détestaient les corporatistes. Mais les négociations pouvaient bloquer. En effet, Neff avait plus une tendance indépendantiste du Texas, mais il avait une épée au-dessus de son crâne. Cette épée, c'était le clan. MacArthur avait prévenu qu'après la résistance afro-américaine, le Texas serait la prochaine cible de ces malades mentaux. Pendant ces négociations, on apprit que les corporatistes lançaient une opération contre la Loge et la Nouvelle-Angleterre. Ça y est, ils étaient préparés et rentraient dans la guerre civile. C'est une nouvelle bien inquiétante. Après cette terrible nouvelle, le 8 août 1925, le Texas accepta notre demande. Notre armée fut agrandie par celle du Texas. On était heureux car le Texas était plus perçu comme un allié qu'un ennemi. La première armée se positionnait à la frontière du clan. On sait que le clan faisait pression à la frontière pour effrayer les gardes. Maintenant, on pouvait le voir de nos yeux. Des soirs, on voyait un cavalier seul, sur une colline. On arrivait à le faire disparaître en lui tirant dessus. C'était une méthode simple de nous effrayer, mais elle ne marchait pas sur nous. Les méthodes les plus efficaces étaient les soirs où ils allumaient de grandes croix. Elles brûlaient dans la nuit, et on savait que c'était un avertissement contre nous. Mais le pire, et qui marchait sur certains, était quand ils pendaient des anciens résistants afro-américains et foutaient le feu à leur corps. C'était terrifiant, on ne pouvait rien faire. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'était pas effrayés, on était en colère, et on était déterminés à les arrêter une bonne fois pour tous. Le gouverneur fut soulagé d'avoir la protection de l'armée de libération. Il voulut que MacArthur attaque le clan au plus vite. On pouvait le comprendre, avec la pression exercée par le clan et la menace d'une attaque, il voulut que le clan soit vaincu au plus vite. Mais MacArthur préféra attaquer un de ses plus grands ennemis, Ford. Il rassura Neff, car le territoire de Ford a une grande frontière avec le clan, et donc un potentiel encerclement total. De plus, il venait d'avoir de nouvelles divisions qui seront idéales pour les encerclements. Donc, la première cible serait Ford. Le 6 septembre 1924, 4 divisions motorisées furent créées. Leur but est de foncer entre les lignes ennemies et encercler les divisions, couper les voies de ravitaillement ou capturer les points stratégiques avant les renforts adverses. Les 4 divisions sont confiées au général Billy Mitchell. Elles seront testées durant la guerre contre Ford. Le 12 septembre 1925, MacArthur attaqua Ford, le grand responsable de la mort de Teddy Roosevelt. Les encerclements allaient bien et Wichita fut saisi rapidement, suivi par Kansas City. Mais la deuxième armée découvrit que Ford avait plus de divisions que prévu. Cet idiot de Ford a cru que MacArthur était une menace moindre que les socialistes ou le clan, et donc avait posé ses meilleures divisions aux frontières de ceux-ci. Avec l'arrivée de nouvelles divisions fordistes, la deuxième armée fut bloquée à certains endroits, mais le nombre et la puissance de feu remporta toujours. Ford n'arrivait pas à combler ses trous dans la ligne de front, ce qui a conduit à la capture de sa capitale, Saint-Louis, le 4 octobre, sans combat. Malgré la capture de la capitale, Ford ne se rendit pas, et les combats continuèrent. Omaha fut pris et un point de ravitaillement des Fordistes fut coupé. Le 23 octobre 1925, 3 divisions de Ford furent encerclées. Les divisions motorisées avaient parfaitement fait leur job. Le 28 octobre, les moines tomba dans la nuit. Une unité de camions s'était arrêtée près d'une route. Il vit 3 voitures foncer à toute allure. Il savait que c'était des unités fordistes. Alors ils préparèrent une embuscade, armés à la mitrailleuse Browning, et arrivé à leur hauteur, mitrailla la première voiture. La première s'écrasa dans un fossé, la seconde perdit son contrôle et s'écrasa sur un arbre, la troisième se rendit. Les soldats foncèrent aux différentes voitures. Ils virent à la deuxième voiture un homme tenter de s'enfuir par l'avant. Un soldat prit l'homme par les cheveux et frappa la tête sur le capot. Et le frappa encore et encore sur le capot. Un autre soldat reconnut que l'homme qui se faisait malmener par un de ses camarades n'était autre que Henry Ford. Il avait tenté de fuir. Il était aux mains des soldats, qui l'embarquèrent. Henry Ford créa des injures, dont antisémites. Un coup de trosse bien placé le fit taire. Il fut enfermé par la suite dans une prison en attente d'un grand procès. Par la suite, le lendemain, les Fordistes se rendit. La capture d'Henry Ford et la reddition de ses troupes fut marquée comme une célébration. En effet, Teddy Roosevelt était en partie vengé. De grandes fêtes furent célébrées dans toute la zone. Malgré la victoire, une mauvaise nouvelle nous est arrivée. Les corporatistes
ont vaincu la Loge et la Nouvelle-Angleterre avec l'aide de New York. MacArthur pensa que la prochaine cible des corporatistes serait New York. En effet, ils avaient pris des territoires à la Nouvelle-Angleterre. MacArthur pensa avoir du temps avant d'attaquer le clan. Donc, MacArthur préparait une réforme civique. Faut que l'armée souffle un peu après les combats difficiles. C'est pour cela qu'il préparait une extension des conditions des travailleurs. MacArthur pensa que le temps était avec lui, mais c'était mal connaître les corporatistes. Mais il apprit par le biais de ses espions que les corporatistes préparaient une attaque contre le clan. MacArthur était hors de lui. Il s'était trompé sur toute la ligne. Ces salauds de corporatistes, ils voulaient couper l'herbe sous le pied de MacArthur. Il savait que l'armée de libération allait plus vite que prévu, et donc il faut limiter les prises de territoire. Pour les corporatistes, New York n'était plus une priorité. MacArthur savait que si le clan était vaincu par une autre puissance, alors son pouvoir était moins légitime. Il avait fait une promesse de détruire le clan, et que voilà, les corporatistes veulent être les sauveurs du Sud. Non, ça va pas être comme ça. À contre-cœur, il referma le dossier des travailleurs et appela ses généraux, ainsi que le président californien et le gouverneur du Texas. Il leur annonça que dans 25 jours, ça sera la guerre contre le clan. Le plan d'attaque est d'encercler les divisions dans une grande poche et de profiter de la désorganisation pour prendre le plus de territoire possible avant les corporatistes. Le 26 novembre 1925, il fit un discours à la radio. « Soldats, demain vous allez combattre le clan. Organisation infâme qui massacre nos concitoyens de façon atroce. Vous allez détruire cet empire décadent et meurtrier. Demain, je lancerai l'opération Sherman, du nom de celui qui a fait plier le Sud lors de la Première Guerre civile. Soldats, faites comme lui, faites plier le Sud. Les ordres, c'est de prendre contact avec les résistances locales, celles des Afro-Américains et celles de Wellong, pour qu'ils vous montrent les bons et les mauvais sudistes. Faire la différence entre les deux. Soyez implacable avec les mauvais. Si une ville sudiste a soutenu le clan et ou a fait un lynchage, détruisez-la par le feu. Rayez-la de la carte. Si un homme du clan est dans une ville, pendez-le et brûlez son corps pour montrer aux sudistes qu'est-ce que ça fait un lynchage sur un homme blanc. Fusillez, pendez chaque homme du clan et capturez leur chef. Pillez les maisons des soutiens du clan. Libérez les esclaves et détruisez les exploitations. Frappez fort, frappez si fort qu'un mauvais sudiste puisse plus regarder un bon sudiste, un afro-américain ou un yankee dans les yeux. Cette force, le second clan disparaîtra. L'idée d'en faire un troisième ne sera jamais dans la tête. Soldats, vengez la mort des innocents. Les boys, en avant! Le lendemain matin, la guerre fut déclarée contre le clan. Les ordres de MacArthur furent respectés. Les hommes du clan furent assassinés, tués, pendus. La vengeance fut totale, et ils méritaient. Même si on voulait se venger contre le clan, certaines unités n'étaient pas à l'aise de faire la basse besogne. Les officiers consentirent à leurs paroles et donnèrent un ordre. Si une unité ne veut pas exécuter, elle peut capturer les ennemis et les donner à d'autres unités qui feront à leur place. Il n'y avait pas de prisonniers à faire. La poche fut fermée et la grande avancée commença. Les combats étaient très durs. Les Klansmen savaient qu'ils ne pouvaient pas être faits prisonniers. Ils se battaient avec le désespoir. Par exemple, la Nouvelle-Orléans prit 1 mois à tomber. Après la résistance, on avança. On découvrit les horreurs du clan. Des hommes, des femmes pendus et brûlés, des fosses humaines, des restes, des massacres partout. L'horreur était absolue. Dans chaque endroit libéré, les résistants afro-américains et de Wellong suivaient et fit la chasse aux planqués ou à leur soutien. Et de nombreux sudistes participaient aux chasses. Beaucoup détestaient le clan, mais certains avaient retourné leur veste en nous voyant arriver. La vengeance avait atteint un tel niveau que l'expression « celui qui sème le vent récolte la tempête » n'a jamais été aussi vraie. La conquête des territoires avait toujours le même schéma. Combat, découverte des horreurs, répression. Des fois, dans la nuit, on voyait au loin une ville brûlée. On savait que cette ville avait collaboré avec le clan. De cette répression. Un jour, on a vu une petite unité transporter 5 hommes du clan. Un des hommes portait 5 cordes de pendus sur ses épaules. Un de nos hommes avait dit « Le clan avait cultivé des fruits noirs, nous on cultive des fruits blancs ». La question que certains se posaient, c'est « Est-ce qu'on est allé trop loin ?» Pas assez. Le 22 décembre, l'État corporatiste déclara la guerre au clan. Maintenant, les Klansmen étaient sur 2 fronts, ce qui nous dégagea notre front, et donc l'avancée était beaucoup plus rapide. On apprit rapidement que Charlottesville, la capitale du clan, était tombée aux mains des corporatistes, et leur chef fut emprisonné, mais il voulut continuer la guerre. Un jour, les corporatistes envoya une proposition à MacArthur, celle d'un pacte de non-agression. Fait les corporatistes et MacArthur combattaient le même ennemi. MacArthur refusa. Il préférait mourir qu'accepter un seul pacte avec les corporatistes. La guerre était devenue une course pour savoir qui allait prendre le plus de territoire possible. L'armée des corporatistes avançait vite, mais ces derniers ont été bloqués à Atlanta par une étonnante défense du clan. Il signalait des affrontements entre nous et certains corporatistes, mais les officiers arrêta les combats. L'affrontement final était visible. Enfin, le 11 février, le cauchemar se termina par la capitulation totale du clan.
il y a eu une course entre nous et les corporatistes pour prendre le plus de territoire possible. C'est nous qui la gagnions. On avait récupéré le plus de territoire possible, dont la Floride. La chasse aux derniers membres du clan se fit. Je me rappelle d'une arrestation. Un jour, un homme des MP demanda 5 hommes, dont moi. Il prit aussi 2 hommes de la résistance afro-américaine et 2 hommes de Wellong. Il nous fit monter dans des camions et on traversa la Floride. Il annonça en route que la cible était un général du clan. Il se cachait dans la zone. Après 30 minutes de route, on s'arrêta et on descendit des camions. On traversa encore 20 minutes dans une épaisse forêt, où d'un moment, on vit une cabane. Le MP demanda aux résistants et à nous d'encercler la maison. Il fallait pas qu'ils nous échappent. Après ça, le MP frappa à la porte. Il hurla au propriétaire de sortir. On entendit du bruit à l'intérieur. Il était là. On était stressés. On était prêts à tirer. Mais finalement, il ouvrit la porte. Le MP dit « C'est vous, Walt Disney ?» L'homme hocha de la tête. Le MP reposa. « Vous êtes général du clan ?» L'homme refit oui de la tête. Je pense qu'il savait qu'il était foutu, et donc il se rendit. Il demanda à 2 soldats de l'emmener au camion. Il savait qu'il ne pouvait pas le confier aux résistants, car il allait les exécuter. Le général du clan fut emmené par 2 hommes, et dit aux résistants et au reste des soldats de se servir dans la maison. On pouvait tout prendre. Moi je n'ai rien pris. Un homme de la résistance afro-américaine trouva une série de dessins faits par le général. Ça représentait quelques petits personnages. Et il dit que durant le procès du général du clan, il pourra les vendre. Il y aura toujours des gens qui voudront des souvenirs de la guerre civile. On était content pour lui. Après que les hommes ont pillé, on est ressorti et on a rejoint les camions. Quelques jours plus tard, les corporatistes rentraient en guerre contre New York. Nos généraux voulaient frapper les corporatistes tant qu'ils étaient au combat contre New York, car ils n'avaient pas assez de troupes pour combler les frontières avec nous. C'était un bon moment pour frapper. Mais MacArthur préféra attaquer les socialistes, car il détenait le poumon industriel des États-Unis. Et si ça tombait aux mains des corporatistes, de plus, la croisière armée n'était pas complète, et les unités étaient en entraînement. Une guerre contre les socialistes était l'occasion de détenir de l'industrie et de terminer l'entraînement. La prochaine cible serait les socialistes, là où toute la guerre a commencé.